Très honnêtement, la première fois que je suis arrivé, j'ai regardé mon père, j'ai dit « tu te fous de ma gueule ». Alors, la formation PG, enfin la formation pour passer pro, tu as 3 étapes en fait. C'est avoir la chance d'avoir formé le bon joueur, qui a toutes les qualités requises, parce que bien jouer au golf, c'est pas suffisant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, les podcasts du Tee. Et aujourd'hui, on reçoit Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Salut Jonas. Alors Gaëtan, toi, tu es pro PGA, Ouais. mais tu es donc un enseignant, Ouais. mais aussi un pro de golf. Et les gens qui regardent les vidéos sur la chaîne YouTube Oh My Golf ont tout niveau, mais je dirais que la grande majorité ont un handicap au-dessus de 20. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur c'est quoi un pro PGA, c'est quoi un pro enseignant de golf? Alors, nous, notre job, clairement, c'est d'aider chaque joueur à atteindre ses objectifs dans leur progression, en fonction de ce qu'eux ont envie de faire, évidemment. Après, nous, dans l'académie, moi, ce que je demande aussi à mes pros, c'est qu'on continue à jouer. C'est important pour moi que les gars continuent à jouer, peu importe le score. Parce que c'est pas parce que t'es pro que d'un coup, tout tombe. On coach beaucoup, donc on s'entraîne beaucoup moins que ce qu'on s'entraînait avant. J'ai plus mis une vraie session de practice depuis 3-4 ans par rapport à ce qu'on faisait en tant qu'amateur. Donc c'est vrai que c'est un peu, parfois c'est un peu dur de monter sur le terrain et de dire zut, aujourd'hui c'est pas sorti et tu rentres, le score est pas là, mais bon, voilà, t'as passé un bon moment sur le golf. Donc ça c'est important aussi pour tous les gens. Au-delà, c'est de comprendre que parfois ça marche pas, et que même chez les pros ou chez les très bons joueurs, il y a des grands écarts. Nous, c'est vrai que le gros du boulot pour nous, c'est clairement accompagner les gens et de nouveau les faire progresser. C'est le but. Ne pas travailler sans résultat non plus. C'est pas ni intéressant pour le joueur, ni intéressant pour nous, puisqu'on cherche quand même la progression chez les gens avec qui on travaille. C'est ça, accompagnement, progression. Toi, ton histoire golfique, elle démarre où pour arriver jusqu'à là où tu es maintenant, donc head coach d'une académie de golf dans un club belge, quoi? Comment on fait un parcours comme ça? On commence le golf tout petit, on commence tard, quelles sont les étapes? C'est quoi, comment on devient pro enseignant? Alors, tu as 2 options. Tu as ceux qui essaient de jouer, qui jouent et puis voilà, c'est un métier très dur de jouer sur le tour. Donc il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, comme on dit. Et ça coûte beaucoup d'argent aussi. Donc c'est vrai que tu as soit cette option où voilà, j'ai essayé, ça a coincé, et alors ensuite je vais à l'enseignement. Attends, juste là, tu dis peu d'appelés, beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est pas juste une question d'argent. Si on est passé pro et qu'on met l'argent, on peut pas d'office aller sur au moins la Pro Golf Tour ou... Alors si tu es pro, si tu as le niveau pour passer pro, il y a une question d'argent, parce que ça coûte cher une saison, ça c'est clair. Donc ça, c'est sûr qu'il faut un peu de budget pour financer les voyages, les hôtels, les inscriptions, etc. Il faut un niveau. Après, le problème aussi, c'est que sur les tours satellites, donc ce qu'on appelle tours satellites, donc Pro Golf, Alps, qui sont division 3, Oui. Challenge, ça commence à aller, mais ça reste difficile parce que... On gagne pas d'argent. On gagne pas beaucoup d'argent. C'est ce que j'ai vu, on gagne pas du tout d'argent. Donc même le gars c'est dérisoire. Le gars qui finit premier à l'ordre du mérite du Pro Golf, je suis même pas sûr qu'il rembourse sa saison, quoi, à peine. Donc c'est vrai que ça c'est compliqué. Après tu as l'autre option, enseignant. Moi j'ai un parcours un peu particulier dans le sens où alors je veux dire que j'ai commencé tard, pour beaucoup ce sera tôt. Ok. C'est-à-dire moi j'ai commencé le golf à 14 ans. Ok. Mais j'avais un autre sport, j'ai commencé à 3-4 ans, donc du coup ça me paraissait tard. C'était quoi l'autre sport? Je montais à cheval. D'accord, ok. J'ai fait ça les deux en parallèle pendant longtemps. Tu faisais quoi? Jumping, ok, jumping, ok. Fan. Ouais. Ça c'était vraiment mon sport numéro 1 et mes parents ont toujours voulu qu'on ait deux sports en parallèle, donc à un moment on a arrêté un sport, ils nous ont amenés au golf. Très honnêtement, la première fois que je suis arrivé, j'ai regardé mon père, j'ai dit « tu te fous de ma gueule ». Pardon pour l'expression. Mais on était avec mon frère, on a accroché direct, donc ça c'est devenu une deuxième passion clairement avec mon frère. Et donc on a joué beaucoup, on s'entraînait beaucoup, on faisait beaucoup de compétitions aussi, on s'était mis des petits objectifs, on se tirait un peu la bourre à deux, donc là on est relativement vite descendus tous les deux. Ayant fait du sport très tôt et en compétition très très tôt, vivre un peu du sport, donc ça c'est vrai que c'est un peu né de là. Maintenant, j'avais un père derrière qui me disait écoute, tu as de la chance, tu fais 2 sports qui se font vieux, donc tu vas d'abord aller à l'UNIF et des langues. Donc après, moi je suis parti voir la case études, je suis parti un peu à l'étranger. Mais t'as pas fait sport-études, t'as fait 100% études? Non. T'as fait quoi du coup comme études? Moi j'ai fait les sciences politiques. D'accord. Et puis j'ai fait un peu une formation en commerce international aussi. D'accord. En Belgique, à l'étranger?
En Belgique, j'ai fait un Erasmus en Suisse. D'accord. Mais le gros des études, c'est Intéressant, en un Belgique. Erasmus en Suisse. Ouais. J'en ai rencontré beaucoup en Erasmus à Malaga quand je vivais là-bas, mais je savais pas qu'il y avait des Erasmus en Suisse, c'est Non, intéressant. c'était très chouette, c'était très 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 chouette. Là, Et là, tu jouais au golf? Là, je jouais un peu, ouais, j'ai continué. Je suis parti avec mes clubs, la voiture était chargée, hein. Il y avait les D'accord. clubs de golf, les skis, il y avait D'accord, tout. ok. Donc, Donc c'est 14, 18, quatre- tu joues assidûment au golf Ouais, et tu progresses ouais, de ça. niveau en niveau. Ouais. T'atteins quel niveau déjà à ce moment-là? Là, j'étais 3-4. 3-4. Ouais. Là, il y a les études, donc c'est plutôt on maintient un 3-4 en jouant à par-ci par-là. Ouais, j'ai quand même moins joué pendant ça. Ok. J'ai un peu moins joué pendant Et là, les tu études. reviens, t'as quel âge? Donc là, je finis mes études, moi j'ai 21, je pars un an à l'étranger, 22, et puis je fais la formation. Donc là, tu as deux choix Là, en je réalité. continue à jouer un peu. Bah, je continue à jouer un peu. Bon, après, je passe les détails, mais il a fait que finalement, en rentrant, je me dis, j'ai quand même commencé à bosser. Ok, non mais pourquoi tu passes les détails? Tu veux C'est dire... l'histoire familiale. D'accord, On va dire. ok, Il y a d'accord. des petits soucis, On passe les voilà, détails. on passe les détails. Et donc, du coup, je suis plus parti vers une carrière, on va dire, classique. Ok, Et c'est-à-dire? donc, j'ai été directeur marketing dans une boîte. Ok, lié au golf, pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. On vendait des bonbons et on faisait des produits de rénovation. Donc, Ah ouais, d'accord, ok. rien à voir. Et là, je me suis remis un peu plus assidûment au golf, parce qu'en fait, on était à Grédoisseau, donc j'avais le Bercuy, ou le Velaneuve et la Bawette pas très loin. Le Bercuy était vraiment à côté, donc là, j'ai joué un an ou deux là-bas. Et là, j'ai recommencé vraiment à jouer. Et donc, j'ai eu ce job là pendant 5-6 ans, puis je suis passé à l'Empereur après 2 ans. Et, En tant que membre? En tant que membre classique, enfin normal. Ouais. Bon joueur de l'équipe, mais membre. De l'équipe, ça veut dire quoi? Il y avait déjà une équipe? Première. Ouais, il y avait une équipe première, enfin, qui était en devenir, on va dire. Et avec un des membres sur place, on a commencé un peu à discuter. Donc là, en parallèle de mon boulot, moi j'ai créé un groupe sur place. On a vraiment fait des chouettes choses, c'était une belle époque. Où là, on a vraiment construit une grosse équipe pour finir par faire la finale des championnats de Interclub Belgique D1, messieurs et dames. Donc c'était assez chouette, il y avait les 2 équipes premières de l'équipe du club Incroyable. en D1. Tout ça toujours avec un boulot à Toujours côté avec un et boulot à amateur. côté, ouais. Toujours avec un amateur, ce qui était même plus facile parce que c'était une PME, donc je finissais relativement tôt, donc 5-6 heures c'était fini. Donc moi après c'était Golf. entraînement tous les jours, 1 heure ou 2 quasiment. Et à ce moment-là, dans ta tête, est-ce qu'il y a déjà une envie ou alors c'est quelqu'un qui t'a mis ça devant toi à un moment? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on bossait pas mal avec l'académie, à l'époque c'était Jean-Christian. Et je me dis, tiens, je ferais bien la formation pour être légitime sur la durée avec les jeunes qui arriveraient dans le groupe. Ok. On va dire, là, on était de bonne bande de potes. J'étais pas le meilleur joueur de l'équipe non plus. Donc, j'avais rien à leur apprendre. Mais je me dis, tiens, pour la pérennité du groupe, ce serait sympa que je passe la formation, en fait, juste pour être plus question de légitimité et d'avoir la formation. Question bête, hein, je connais la réponse, mais quelle formation? Alors, la formation PGA, enfin, la formation pour passer pro, tu as 3 étapes, en fait. Tu as une première étape qui se fait avec la F-Golf, donc qui est la formation initiateur. Donc ça, c'est accessible dès 18 d'handicap, en fait. Là, tu peux commencer à donner tu peux aider les pros dans ton club C'est bénévole? Ouais, on va dire bénévole officiellement. et donc là, tu donnes des cours collectifs, tu viens un peu aider aux juniors, etc. Puis tu as la deuxième année qui se fait toujours, mais là qui commence à se faire en partenariat avec la PGA. Donc la PGA, c'est la Professional Golfer Association de Belgique, donc c'est une organe à part. Et donc là, tu as la formation PGA Coach. Et donc là, à partir de ce moment-là, tu peux prendre le statut pro, tu n'es pas obligé, mais si tu veux donner des cours, il faut prendre le statut pro. Ok. Et là, donc après cette première année, tu passes coach. Et là, il faut être quel handicap? Au moins 4. 4. Au moins en dessous de 4. Au moins handicap fédéral. Si jamais dans la formation, tu les avais pas encore, maintenant je pense qu'ils font. À l'époque, c'est pas possible, maintenant ça a changé un peu. Il y a des cartes à rentrer pour quand même assurer un certain niveau. D'accord, ok. Des preuves de ton niveau au quotidien, quoi. Pour pouvoir, voilà. Et donc là, du coup, là, t'es coach, tu prends le statut pro, tu peux commencer à donner cours. Et après, il y a la dernière année de formation qui là se fait exclusivement avec la PGA, qui est ce qu'on appelle la formation PGA professionnelle, où là, après, tu peux devenir responsable d'académie. Toujours 4, où il faut là être 0. Là, t'es déjà là, t'es pro. T'es pro. On va dire c'est la 3e année de bac. Et c'est 0, ça. Là, une fois que tu passes pro, t'es 0. T'es 0. Ça, t'es 0, tu joues pro. Donc quand tu joues pro, de toute façon, c'est le plus petit score qui gagne. Donc que t'aies été plus 5 ou 4 d'handicap, à la limite. D'accord. Fou dans le sens où. J'ai une petite question satellite. Ouais. J'ai rencontré un joueur qui était moins 4.4 le week-end dernier. C'est quoi la différence entre lui et quelqu'un qui est 0 enfin, il est pro et il est moins 4. Enfin, c'est quoi? C'est juste qu'il est capable de mieux encore jouer? C'est quoi, en fait, c'est-à-dire que quand tu es amateur, tu gardes ton handicap.
Donc, au mieux tu joues, au plus ça descend. Et donc, quand tu commences à jouer autour du par, en dessous du par, je prends un bête exemple. Imaginons, je prends l'empereur quand tu joues des blacks. Donc, de tout derrière, Ouais. je crois que quand tu es 0, tu as encore 1 ou 2 strokes. Donc, par exemple, un amateur qui jouerait dans le par des noirs, il aurait un équivalent handicap -2. D'accord. Et donc, c'est comme ça que les amateurs arrivent à faire passer le handicap -4.4. en dessous de 0. Ça signifie qu'il est encore amateur, quoi. Ça signifie qu'il est encore amateur. Sinon, il serait juste pro. Pro, ouais, 0. c'est 0-0. D'accord. Donc, Adrien, tu disais? Adrien, je pense que quand il est passé pro, c'est dans son club que j'étais, justement. Il était à plus 7, plus 8, quelque chose comme ça. Enfin, peut-être un peu plus bas. C'est surréaliste. C'est des niveaux de jeu qui sont dingues, mais il joue des parcours qui sont aussi très, très durs. Donc, du coup, en fait, parce que parfois, on se dit, ouais, -7, ça veut dire qu'il joue -7 tout le temps. Ça veut dire qu'il sait les jouer, ça c'est clair. Ouais, c'est sûr. Mais il va être 0. On va dire, il tourne quand même à -4, -3, -4. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est dingue. C'est dingue. Ça explique aussi pourquoi il est maintenant rentré au PGA Tour. Ah oui, là, ça explique la carrière qu'il fait aussi et le début de saison qu'il a fait, qui fait incroyable. Donc ça, c'est sûr. Ok, donc toi, tu es à la fin des études, tu as commencé à bosser, tu viens, tu as ce groupe élite et tout ça, et tu fais donc ces 3 phases, initiation, tout ça, tac, tu deviens pro. Tu commences par enseigner à qui et où? Parce que je suppose que tu sors pas de l'école en mode... Moi, j'ai été prof de natation et maître nageur à une époque. Ouais. C'est ça, c'est moi qui ai la bouée maintenant. Et on nous recrutait. On nous appelait en disant, oui, en fait, en fonction de tes résultats, on cherche un maître nageur prof de natation dans cette piscine. C'était à Waterloo aussi. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai été pris comme ça. On m'a appelé, quoi. Est-ce que chez les golfeurs, on est appelé parce qu'il y a des trous vacants à des endroits? Ou alors, c'est pas comme ça, il faut payer pour rentrer dans les clubs, il faut créer un listing, il faut avoir une clientèle. Comment ça se passe? Non, alors, déjà, pendant ta formation, normalement, tu as ce qu'on appelle un maître de stage. Donc, tu as un pro qui est censé te former. Donc, ok. Et donc, avec qui tu travailles. Et donc, tu travailles dans son club. Moi, en l'occurrence, c'était Jean-Christian Lassagne à l'époque. Donc, c'était à l'Empereur, il était à l'Empereur. Ok. Et en fait, lui m'a proposé, parce que j'avais toujours ce boulot. Ouais. En fait, c'est passé assez vite. Parce qu'en juin, je démissionne de mon job, de là où j'étais, parce que voilà. Fini les bonbons. C'était, j'en pouvais plus. Il fallait que je change. Ma femme m'a dit, maintenant, tu t'en vas. Ok. C'est en train de. C'était le moment. Il faut partir. Et donc, j'avais repostulé ailleurs. Et juste avant de signer un autre contrat classique, on va dire, Jean-Christian me dit, écoute, voilà, si tu veux, j'ai un pro qui s'en va. J'ai une place, tu pourras commencer à bosser et terminer la formation. Tu avais fait ton stage. Sur le site de l'Empereur, j'avais commencé mes stages. Mais là, on n'est pas initiateur, tu étais déjà dans la deuxième année pro. Ouais, j'étais déjà dans la deuxième année de formation. Donc là, tu viens de devenir enseignant golf. Là, du coup, il me dit, tu veux la place? Ma femme m'a demandé, tu veux retourner dans un bureau? Je fais bof. D'accord, ok. Mon bureau à l'Empereur, il est sympa quand même. Ouais, il est très sympa. Donc ça, c'est vrai que ça change un peu. C'est un changement de vie, parce que tout change du coup. Et donc là, je commence à donner cours. Alors, tu commences avec les cours juniors en général, les cours collectifs. Comment ça, quelques juniors? Ça veut dire quoi? On te donne des groupes à coacher. Donc il y a une académie, donc il y a des juniors. Donc les mercredis après-midi, les samedis, c'est les mercredis, samedi, dimanche. Donc on fait mercredi, samedi, dimanche. Et donc du coup, effectivement, on dit, voilà, lui, toi, tu vas t'occuper de ce groupe de 14h30, j'en sais rien. D'accord, mais dans ce cas-là, t'es rémunéré par l'académie? T'es rémunéré par qui pour ça? C'est les parents qui payent? Comment ça se passe? Alors, donc, tous les pros de Belgique sont indépendants. Donc, on est tous indépendants. Et en fait, on a tous un contrat avec notre aide pro. Donc, où les enseignants ont un contrat avec, en général, leur aide pro. Parfois, c'est directement avec le club. Ça dépend un peu des clubs. Enfin, en l'occurrence, nous, à l'Empereur, comme c'est mon académie, donc, moi, j'ai mes pros qui ont le contrat avec moi. Et moi, j'ai un contrat avec le club. D'accord, ok. Et donc, tout ce qui dépend du club et de l'académie, les pros me facturent à moi, on va dire. Oui, c'est ça. Après, tout ce qui est leur cours, ça s'occupe de chez eux. L'académie junior, par exemple, chez nous, il y a aussi le membership qui est dedans, donc tout ça est géré via le club. Les cours collectifs, parfois, c'est via nous. Donc, en fonction des programmes, le club met en place aussi des programmes d'entraînement, donc des programmes interclubs, des programmes non interclubs. Donc, en fait, vous leur donnez une facture pour votre service rendu. Donc, voilà, on est prestataire de service, on est partenaire du club. Indépendant, prestataire de service. Ouais, mais c'est important de rester, pour moi en tout cas, dans la philosophie, de rester clairement et considérer qu'on est toujours un partenaire du club. C'est ça. Parce que travaille chez eux. Oui. On vise au développement du club aussi. Parce que, donc il faut qu'il y ait ce lien. Il faut qu'il y ait un lien et il faut que ça se passe. Oui.
Faut que ça se En passe win-win bien, pour entre tout le monde. guillemets, et que tout le monde s'entende, que ce soit même... Enfin, il y a différents partenaires dans un club, et tout le monde est indépendant. Donc, t'as, on va dire, le secrétariat qui gère le club, les réservations, les Oui. initiations, etc., les juniors. Puis tu as le magasin, tu as le restaurant, pardon, et puis tu as nous, l'académie. Mais du coup, ici, dans ce que tu dis, j'entends que donc il y a des gens là potentiellement qui vont démarrer cette année, on est en septembre, une année de pro avec stage pro au sein d'une académie, et qui à la fin de l'année vont avoir envie de donner cours, mais n'auront peut-être pas de place. Ça doit exister. Où il y a toujours de la place dans un club. Est-ce que ces gens-là, ils peuvent venir Alors, il y a pas et donner un cours chez toi occasionnellement à des gens qui créent une communauté de golfeurs qui créeraient eux-mêmes? Alors, Ou il y a toujours une place dans un club en Belgique? alors c'est compliqué. C'est pas un métier forcément simple. D'accord, Parce qu'on est pourquoi? très saisonnier. Saisonnier. À l'hiver, c'est calme? Bah, on va dire, enfin moi j'ai toujours, on bosse beaucoup de mars à juin, allez, fin mars à juin. Et quand les gens veulent s'améliorer pour faire les Juillet, compétitions. août, souvent c'est ça, ouais. Juillet, août, c'est un peu plus calme parce qu'on part en vacances. Septembre, octobre, ça recommence. Et l'hiver, malheureusement, en hiver, il fait un peu moins bon. Donc c'est vrai que souvent, c'est pas hyper motivant. Moi, je conseille toujours à mes élèves et avec les jeunes avec qui je travaille, c'est l'hiver qu'on fait le gros du boulot, quoi. Mais en fait, c'est bosser l'hiver à fond. C'est là où, où tu, entre guillemets, je joue, on rentre dans le dur et tu fais des changements, entre guillemets, fondamentaux. Ça dépend un peu, mais c'est là où tu peux te permettre de dire, allez, je vais un peu remettre en cause un peu ce que je fais. Si je galère qu'un jour, 3 semaines à le mettre en place, entre décembre et janvier, c'est pas très grave. C'est là qu'il faut le faire. Si tu commences à galérer 3 semaines entre mai et juin, là, c'est le gros de la saison. Tu détestes ton pro, tu détestes le golf, et ça devient l'enfer. D'accord. C'est pas l'idéal. Maintenant, voilà, il faut accepter de sortir l'hiver. Mais par contre, par rapport à ta question, moi, par exemple, cette année, je vais en avoir 4 en formation, mais pour initiateurs. Donc après, eux rentrent dans le cercle de mes initiateurs que j'appelle quand on a des besoins ou autres. En priorité, clairement, je fais travailler mes pros. Mais parfois, en initiation, il me faut 3-4 pros. J'ai mon initiateur qui est apte à le faire, qui a été formé. Je dis, ok, toi, tu viens, mes pros ont le truc. Et voilà. Et en général, tout dépend d'un club. Donc, c'est rare ce que tu me poses comme question. Effectivement, un pro qui aurait sa communauté et qui vient donner cours. Alors, c'est pas commun en Belgique. Il n'y a pas beaucoup de pros qui ont ça en Belgique. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pros vraiment présents non plus. Et moi, le premier, donc... on appartient à un club. Réseau, voilà, et en plus, présent sur réseau. Après, tu as des gars avec ta communauté connaît sûrement. Comment il s'appelle encore Poupard ou autre. Où ils ont des grosses communautés. Je sais que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils organisent des stages. Alors. D'accord. Et donc, là, à ce moment-là, eux se mettent en contact avec nous. Avec moi ou avec le club directement, et ça, ils viennent organiser un petit stage. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai des partenariats avec des pros qui sont spécialisés parfois dans certains domaines, et qui m'ont demandé, ils m'ont dit, tiens, est-ce que ça te dérange si, quand j'ai besoin de venir un peu en extérieur, je viens chez toi, et là, à ce moment-là, moi, il n'y a pas de souci. Donc, on en discute, il me prévient. C'est cool. C'est différent, quoi. C'est cool, mais a priori, voilà, normalement... c'est l'école, tu es à l'école, les professeurs sont à l'école... Il y a alors les pros du club, alors après voilà, il y a des clubs où c'est une académie, il y a des clubs où c'est les pros qui sont directement avec le club et qui sont gérés, on va dire, en individuel par le club. Donc ça dépend. Mais globalement, c'est comme ça que ça se passe. Après, effectivement, trouver une place, parfois, c'est dur. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Est-ce que pour l'instant, a priori, en tout cas, quand je regarde ma formation, donc l'année où nous on est sortis, tous ceux qui étaient dans la formation bossent. Après, t'en as qui font... Moi, j'ai des amis qui sont passés pro, mais qui ont des boulots encore à côté. Donc, ils font ça en parallèle. Ok. Ça le week-end, indépendants complémentaires. Qui sont en complémentaire ou qui ont pris le statut parce qu'ils voulaient être légitimes aussi avec les parents, avec les juniors, etc. Donc, ça dépend. Tu as des pros qui passent pro sans que ça devienne, entre guillemets, leur métier principal. D'accord, j'entends. Donc, tout ça est très... Enfin, ça dépend. Il y en a beaucoup aussi qui... Parce que, voilà, à nouveau, après, il y a beaucoup de pros. On a de plus en plus de golfeurs, ça c'est chouette parce que c'est vrai que c'est je continue à le dire, pour moi c'est un des plus beaux jeux du monde et un des plus chouettes sports à faire, que ce soit en individuel ou en famille, c'est le seul sport où tu peux faire ça en famille c'est incroyable. Et à un niveau différent. Donc pour ça c'est un gros plus. Si vous êtes d'accord avec ça, mettez un like sous la vidéo. Et donc ça c'est clairement un gros plus du jeu. Après c'est très très dur, c'est très éprouvant mentalement aussi parce que on a tous eu envie de raccrocher nos clubs. Ou de les jeter. Les jeter, je connais quelqu'un qui jette ses clubs. Big up, bisous. Mais donc voilà, je dis toujours, tant que t'as pas eu envie d'arrêter, t'es pas un golfeur. C'est ça, c'est ça. C'est que t'as pas encore mis tout le truc, quoi. Je vais rebondir sur une autre question. Donc on a compris pro enseignant, ouais. pro.
Et alors, il y a un trou là, les coachs. En fait, qu'est-ce qui ferait que demain, toi, tu pourrais devenir, par exemple, le coach de quelqu'un que tu estimes suffisamment fort par exemple, on parlait d'Adrien Dumont-Chassard. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'en un coup, tu quittes ton académie pour partir coacher un joueur sur le tour, par exemple? C'est possible, ça? Tu serais légitime? Ou alors c'est un autre métier? Alors, c'est une autre vie, C'est une autre vie. clairement une autre vie, parce qu'en fait, finalement, tu as presque une vie de joueur, puisque tu pars beaucoup, tu suis beaucoup, tu dois aller suivre les joueurs sur certains gros tournois et autres. Comment ça arrive? Je veux dire, c'est avoir la chance d'avoir formé le bon joueur, qui a toutes les qualités requises, parce que bien jouer au golf, c'est pas suffisant. Ah non. Bien jouer au Ah golf, non. c'est clairement pas suffisant. C'est dur à dire, mais c'est clairement pas suffisant. Donc, faut que tu aies un gamin qui joue bien au golf, qui bosse, qui s'entraîne, qui travaille son physique, qui fasse gaffe à son alimentation, qui ait le mental. C'est là que ça se joue, surtout, hein, clairement. Et après, c'est un peu comme dans tout. Je pense que ça fait un peu boule de neige. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion, parce qu'en plus, c'est une deuxième carrière, donc c'est pas non plus 20 ans que je fais ce métier non plus. Mais là, j'ai un petit jeune qui est assez prometteur. On verra peut-être que. Quel âge? 13 ans. Non, il vient d'avoir 14. 14 ans. Il vient d'avoir 14. Lui aussi, on lui fait un bisou. Ouais, et je pense beaucoup à lui parce qu'il joue premier tour. On Du peut dire son championnat. nom Non, ou... ouais, c'est Edouard Herman. Ok. Qui est parti avec son copain Arthur, qui lui joue à Kerbergen. Ils sont partis jouer là, à Mouldy Evian, qui est un peu Ouais. on va dire le championnat du monde des moins de 14. Que je pense que tous les joueurs que tu vois sur le tour ont fait. Spieth a joué avec Thomas, Detry a joué ce truc. Donc c'est quand même un gros tournoi pour les moins de 14. Donc je suis super content qu'il y ait sa sélection cette année. Après, dans l'évolution, ouais, si on continue à bosser ensemble et qu'on peut continuer à aller avancer, ouais, et que ça se passe, on continue. Après, je pense qu'il faut que tu gardes toujours un pied à terre. Tu prends, je sais pas, Pete Cohen ou autres, ils ont encore tous leur académie quelque part. Oui, en fait, tu peux être Donc, coach sur des événements importants. Voilà, et et puis puis ils suivent leurs joueurs, voilà. et puis ils viennent chez eux, et puis ils ont leur équipe qui est formée. Enfin, moi, dans mon équipe, je les forme et j'ai envie qu'on ait tous plus ou moins la même lignée. Si tu as une académie, c'est pas pour qu'il y en ait un qui dise tiens, le club tu dois le mettre là, et puis l'autre qui dit le club tu le mets là, et puis le troisième qui fait en fait le club on s'en fout. C'est très intéressant ce que tu dis parce que en fait on a l'impression que chaque pro a son carnet de coaching avec sa méthode. Est-ce que en réalité il y a une méthode qu'on vous apprend en école et qu'il va quand même être assez identique auprès des différents coachs qu'on va aller voir, des différents enseignants, où chacun fait à sa sauce réellement? Alors, t'as différentes choses là-dedans. Donc, t'as effectivement ce qu'on t'apprend à l'école, mais ça, je pense que Comme à l'école, qui ont fait des études de quoi que ce soit, peu importe, on sait que ce qu'on nous apprend et ce qui se passe vraiment dans le monde du travail. Après, Simon, justement, qui fait qui est sur la chaîne toi, ici, ouais. quand je discutais avec lui, parce que lui était déjà un peu à l'empereur, donc voir un peu si je le gardais dans l'équipe, s'il voulait venir dans l'équipe ou autre, il m'a posé la question, il m'a fait c'est quoi ta méthode? Je l'ai regardé, j'ai pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. Il y a des méthodes. C'est pas la méthode Ben Hogan. Donc voilà, mais c'est ça, t'as différents joueurs qui ont différents profils, qui ont différentes capacités. Ok. Et donc, moi je pars du principe que tu peux pas mettre la même chose à tout le monde. Après, il y a des choses qui sont communes. Il y a des paramètres qui sont communs, il y a des façons de frapper la balle. Je veux dire, à ça, je vais mettre un peu plus haut, mais de ce que mesure, j'ai le trackman devant moi, là, de la photo, ce que mesure un trackman, c'est, on va dire, hanche-hanche. Ce qui se passe là est plus ou moins la même chose chez tous les joueurs. D'accord. La manière dont ils y arrivent est souvent différente. Tout le monde a déjà vu une photo avec les 6 backswings des 6 meilleurs joueurs du monde. T'en as un qui est là, un qui est un peu plus là, un qui est un peu plus là. Donc, et ça, c'est fonction de ta morphologie, c'est fonction de ton grip, c'est fonction de comment se comportent tes mains. T'as un petit tronc, t'as des grandes jambes, t'as des petites jambes, un grand tronc. Ton corps bouge pas de la même manière. Donc, pour moi, il y a différentes méthodes. Donc, moi, j'essaye avec mon équipe, en tout cas, de leur dire l'objectif, c'est clairement de s'adapter à la personne qui vient, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il peut faire, et qu'est-ce que dans tout ce qu'on sait, dans les différentes méthodes qui existent, dans ce que raconte un Pete Cohen, dans ce que raconte un Leadbetter, dans ce que raconte un Ben Hogan, etc., dans tous les bouquins qu'on a, dans toutes les données qu'on a, parce que maintenant, on est aussi dans un monde où il y a énormément de data.
moi, la manière dont j'ai appris le golf, c'est pas du tout la même que ce qu'on enseigne maintenant, parce qu'on a vu avec la data qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'on pensait qu'il se passait. Ok. Ce qu'on pensait voir, ou ce qu'on pensait qu'il se passait avec le club, mais finalement, on se rend compte que c'est pas vraiment ça, mécaniquement, physiquement, que c'est pas ça qui se passe. Donc, il y a des changements là-dedans. Et donc, après, tu as des écoles qui enseignent un truc, je t'ai cité quelques gars, il y en a certains, c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle des méthodistes, et ils ont leur méthode qui fonctionne, mais pas forcément avec tout le monde. Ça va C'est fonctionner ça. avec un, ça va fonctionner avec l'autre. Est-ce qu'il y aurait presque un fitting des pros à faire? Qu'est-ce que tu entends par J'entends, fitting? est-ce qu'en fait, en réalité, c'est comme un psy, il faut aller en voir plusieurs, peut-être pour trouver celui qui est adapté à nous? Alors, éventuellement. Éventuellement, parce que le plus dur dans ce qu'on fait, c'est là que je voulais rebondir aussi. Donc, c'est pas forcément que chaque pro ait une méthode, mais en tout cas, chaque pro a une façon. Je pense chacun a sa façon de parler, chacun a son profil. Donc, tu as des analytiques, tu as des visuels, tu as des sensoriels, tu as un peu de tout. Et donc, pour moi, la qualité d'un bon pro, c'est de pouvoir s'adapter à la personne qu'il a en face de lui. Clairement. C'est ça. Si C'est de l'adaptation. Si t'as un mec qui te dit je vois très bien ce que tu me dis et que tu lui dis ouais mais ton club il doit être à 45 degrés là, il va rien comprendre. Si t'as un gars qui dit je comprends ou ouais, donc là tu dis. Donc il y a plein de trucs comme ça qui fonctionnent. Après, ça reste du coaching. Ça reste du coaching. Donc l'objectif c'est de faire passer une idée, c'est de transmettre. Moi je dis souvent à mes élèves, moi je vous donne des clés, c'est à vous d'ouvrir les portes. C'est pas que de l'enseignement. C'est du coaching. C'est du coaching. Donc il y a de l'enseignement technique, mécanique pur, on va dire, mais il faut que tu comprennes. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que c'est du coaching. Donc c'est là où il y a aussi cette dimension coaching. Donc c'est intéressant parce que dans ce que tu dis, quelque chose et tu vois que l'élève comprend pas, si tu changes pas la manière de l'expliquer, l'élève comprendra pas. Il va dire ouais mais je comprends rien. Et peut-être parfois dévier sur l'effet inverse qui est surtout pas à avoir, où c'est l'élève qui dit merde je suis nul en fait. D'accord. C'est pour ça que c'est c'est peut-être lui qui a été nul en fait. C'est peut-être le coach qui a pas su lui dire ou lui expliquer clairement comment dans sa façon à lui de comprendre les choses, de dire tiens en fait. S'adapter à ce profil. Hein. C'est parfois des bêtises. Hein. J'ai parfois avec des élèves comme ça, d'un coup, il y a un truc qui clope parce que tu changes le mot. Et hop, ça fait résonance. Et là, d'un coup, tu fais ah, cool, on y est. Quoi. Ok. Donc, c'est ça qui est important. Après, on essaye tous de le faire, mais voilà. Et puis, tu as des sensibilités, plus avec certaines personnes que d'autres. Donc, ça, c'est important aussi de trouver ça. Est-ce que ça veut dire que prendre un cours, c'est pas très utile? Il faut mieux peut-être partir sur 4, 5. Ce serait quoi une session idéale? 10 cours, 20 cours, 5 cours? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a finalement, pour quand même être pris en main par quelqu'un, le temps de la lecture, de l'adaptation, de la prise en main Ça va faire le gars qui prêche pour sa chapelle et j'ai pas vraiment envie de ça. Donc, je vais pas te dire, tiens, il faut absolument que tu prennes 10 cours, il faut absolument que tu en prennes 5 minimum. Je pars du principe qu'il faut. Alors, clairement, il faut continuer. Il faut avoir un suivi. C'est pas un cours, c'est clairement pas suffisant. Un cours, ça va. Allez. En tout cas, corriger quelque chose. Si tu viens chez nous, on va t'expliquer. Le temps qu'on t'explique un peu, qu'on te dise, qu'on te filme, qu'on regarde, qu'on analyse un peu les données, si on les a prises, etc. Et que déjà faire le bilan global de ce qui se passe, de comprendre pourquoi en fait, parfois, j'arrive pas à avoir un finish. Pourquoi le conseil que j'essaye de me battre, et désolé de la communauté, mais je vais vous le dire, le copain qui te dit t'as relevé ta tête ou garde ta tête sur la balle, oubliez. C'est le pire conseil qu'on puisse donner parce qu'on s'attaque à une conséquence et pas à une cause. Donc ça c'est des choses. Donc tu vois, déjà rien que le fait de l'expliquer, d'essayer de le faire comprendre, donner 1 ou 2 exercices, ça t'a déjà pris une séance. Te dire qu'il en faudra 10, 15, 20, 30. Ça va dépendre de la personne, mais il en faudra. Il y a des choses. Parfois, tu as des élèves, et ça dépend de la personne. De nouveau, tu as un truc, tu dis, ouf, ça va peut-être être compliqué. Et en fait, le gars que tu as en face de toi, il capte direct, ou la dame que tu as en face de toi. Et ce truc-là passe vite. Et un autre truc où tu vas te dire, ouais, ça sera un peu compliqué. Et en fait, ça sera un peu plus facile, pardon. Et ça prend plus de temps. Ouais. Un bête truc, c'est le grip. Ouais. Tu as des gens qui changent de grip. Des anciens joueurs de tennis, en général, c'est super facile. Ils changent de grip comme, je vais pas dire, ils changent de chemise, mais quasiment. Il y en a d'autres, on bouge un petit peu, et là, du coup, toutes les sensations sont un peu perturbées, donc c'est l'enfer. Donc, ça aussi, on nous demande, combien tu crois que j'aurais besoin de séances? Je vais être très honnête, j'en sais rien. Parce que si tu me prends 10 séances en 2 mois, 3 mois, mais que sur les 10 séances, tu pratiques pas au mieux, 10 séances, ce sera peut-être pas assez, ce sera peut-être suffisant. Mais suffisant pour quoi? Ça dépend de son objectif. C'est comme quand on a des nouveaux golfeurs qui arrivent et qui me disent en combien de temps on joue au golf. J'en sais rien.
C'est pas te dire. vaste question. Ça dépend, et parfois, tu en as qui vont vite sentir la balle, donc ils vont vite se débrouiller et pouvoir vite jouer au golf. Parce qu'en fait, jouer au golf, c'est jamais mettre une balle dans un trou. Oui, moi Donc, j'ai eu, en un mois, j'ai passé mon brevet à 1 mois et demi voilà. et j'ai pu jouer au golf. Maintenant, je vois bien que je dois tout désapprendre, tout reconstruire. Parce que j'ai été tout seul m'apprendre de mon côté et que finalement, je me tiens n'importe comment et en fait, je peux plus progresser. Ça, on a fait un peu la même chose. J'ai pris très peu de cours au début et puis finalement, quand même, le fait de me recoacher, de reprendre des cours, c'est quand même plus sympa pour placer la technique. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais ça dépend du temps que tu auras à placer. Moi, je vois bien quand il y a eu le Covid et le confinement, le télétravail, etc. J'ai eu des gens qui ont passé le brevet en 1 mois et demi, 2 mois, ce qui n'arrivait jamais avant. Mais parce qu'ils venaient tout le temps. Ils étaient en télétravail, donc tu sors, je vais faire une petite pause, je fais à 5-10 minutes, un quart d'heure. Hop, j'ai tapé 1 heure de balle, je rentre, j'ai un peu plus de temps, j'ai moins de trajet. Donc ça, c'était pratique aussi. Donc, pardon, c'est insistant. Et c'est très dur, en fait. C'est parce que je dis toujours, on n'est pas des magiciens, on n'est pas des marabouts. Vous n'êtes pas des marabouts. Mais non, on rigole. Mais je dis toujours, mais attends, parfois les gens me disent, ouais, mais je dis oui, mais si je pouvais en 1 heure te corriger ton swing, je pourrais demander 10 000 $, il y aurait encore plus jusqu'à Ouagadougou. Et dans 2 ans, et dans 5 ans, j'arrête. C'est clair. Si ça existait, non, ça se saurait. Ça se saurait. Donc, mais justement, il n'y a pas de méthode. J'ai une question qui fâche un peu. Mais ça va pas te fâcher toi, a priori, mais une question qui fâche un peu. J'ai eu quand même pas mal de retours. Je savais que j'allais préparer ces podcasts d'outils avec des pros, des enseignants, des gens vraiment passionnés du golf et tout ça. Et on m'a dit plusieurs fois, oui, moi je trouve qu'il y a des pros, ils prennent bien leur temps pendant le cours. Et à la fin, c'est quand le rendez-vous suivant. Et est-ce que c'est une réalité? Et c'est pour ça qu'il faut un peu faire son marché? Ou alors, non, en fait, c'est parce que ça prend du temps et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Voilà, désolé, c'est une question. Alors, t'as raison, mais je pense que c'est comme dans tous les métiers. Oh, j'ai raison, on m'a dit ça. Moi, j'ai pas pris de cours. Si, parce que c'est des choses que nous on entend. Moi, c'est quelque chose qui me plaît pas parce que c'est mon métier, c'est ma passion. Et entre guillemets, c'est des réputations qui font un peu du mal à ta profession. Mais c'est comme la mauvaise expression vendeur de tapis. Je suis pas sûr que les vendeurs de tapis soient contents que quand on dit t'es un vendeur de tapis, c'est une connotation assez négative. Clairement, je vais pas mentir, ça existe. Ça existe. Mais c'est comme... moi, j'ai déjà eu des gens qui vont dans des magasins de golf et qui reviennent, on m'a dit ça c'est pour moi. Et je l'ai regardé, je dis, le gars, il t'a vendu la série qui traînait, quoi. C'est toujours un peu délicat, donc oui. Alors, faire ton marché, mais ça, je pense que c'est aussi une question de sensation. Si tu sens... Alors, c'est pas forcément au nombre de balles que tu vas taper sur la session de cours où tu vas pouvoir un peu déceler est-ce que le gars, il se fout de moi? Est-ce que le gars, il a quelque chose à faire de moi? C'est ça aussi. C'est plus ça, en réalité. Est-ce que le gars, il s'intéresse vraiment à ma progression ou pas? Est-ce que son seul objectif, c'est de me remettre des cours? Après, c'est voir. Et tu peux avoir les deux. Tu peux avoir un gars dont l'objectif, c'est de remettre des cours. Ça reste notre métier, il faut être honnête à un moment. Donc, si tu n'as pas de cours, tu travailles pas. Les factures. Donc, ouais, c'est clair. Donc ça, c'est sûr que ça reste notre métier. Alors, de dire qu'il y a une démarche un peu mercantile comme ça chez tous les pros, de dire il faut remettre des cours, il faut remettre des cours. Pas chez tous. Chez certains, oui. Moi, je l'ai vécu dans le club où j'étais avant, où c'est le capitaine qui faisait passer les brevets. En fait, après, ça m'a mis 4 ans, 5 ans à le comprendre. En fait, moi, je me suis dit, c'est comme ça ici. Et en fait, il m'a dit, c'est parce que j'arrivais au practice, et je voyais des débutants qui tapaient très bien la balle. Et en fait, les pros disaient, oui, non, attends, t'es pas encore prêt. Parce que, je vais le dire platement, ils faisaient leur blé sur les débutants qui, entre guillemets, bloquaient pour aller sur le parcours. Alors, oui, ça existe partout, mais dans tous les milieux. Ouais, dans tous les milieux. Je pense que c'est dans tous les milieux, dans tous les secteurs. Et c'est vrai qu'il faut réussir à trouver le bon pro, mais après, c'est pas parce que tu as des pros qui sont dans cette démarche-là, imaginons, que... C'est pas une généralité. Que c'est un mauvais pro. Oui, c'est pas pour ça que c'est un mauvais pro, ok. Ça veut pas dire que c'est un mauvais pro. D'accord. Alors, est-ce que peut-être qu'il fera un peu de rétention et qu'il mettra un peu plus longtemps à dire tout? Peut-être. Est-ce que parfois, c'est bien de dire tout? Pas. Moi, en tout cas, moi, ce que je demande à les pros, c'est d'être complet avant, donc que tout le monde ait la vision globale, et après dire, on va d'abord travailler là-dessus. Et tant que ça va pas, le reste n'y pourra pas aller. D'accord. Donc ça c'est différent. Mais, nous, on est dans ce topic-là, de dire, OK, moi, je veux que vos élèves comprennent ce que vous allez faire, pourquoi, comment, où est-ce qu'on commence. Après, est-ce que ça prendra 5 heures à placer? Est-ce que ça prendra 10 heures? Est-ce que ça prendra 2 heures? Est-ce que ça prendra 20 minutes? Sûrement pas, parce qu'il faut que 1 heure, c'est pas possible. De toute façon, il faut que ton corps assimile, donc il faut que tes connexions, ton cerveau, imagine, c'est des connexions neuronales, donc à un moment,
ton cerveau a créé une image du mouvement qu'il voulait faire. Et pour casser ça, il faut en créer des nouvelles, beaucoup, pour que ça redevienne quelque chose de solide et que tu puisses te rebaser dessus. Donc, de toute façon, ça prend du temps. Ok. Quoi qu'il arrive, ça prend du temps. D'accord. Si on veut des chiffres, on dit toujours que pour le cerveau comprenne plus ou moins le changement, il faut 2-3 000 répétitions pour qu'il l'accepte et qu'il l'effectue. Si tu rajoutes 3-4 000 derrière. Donc, il y a ce côté où le cerveau a besoin du temps. Et ça c'est pas moi qui le dis. J'avais une discussion comme ça où je crois que c'était au moins un petit mois, 3-4 semaines, pour que le cerveau intègre. Et en fait, c'est les psychologues de la NASA qui l'ont analysé. Et en fait, les astronautes qui partent dans l'espace, les commandes de secours de rentrer dans l'atmosphère, si jamais il y a une connerie, il faut que ce soit automatique et ils ne peuvent pas louper un truc. Ouais, donc de répéter. Pendant 3-4 semaines, tous les jours, 5 minutes suffisent. C'est pas tous les jours 5 heures. Non. Mais tous les jours, ils doivent faire ça, processer, checklist, pour que ça s'automatise. Ok. Donc, je dis toujours au golf, ça ne devient pas automatique, mais on crée des automatismes. En fait, au golf, le problème, c'est que si tu t'automatises dans quelque chose qui n'est pas juste, ça aussi. Ça s'ancre dans le mauvais sens. Et donc, ça, c'est là où, entre guillemets, nous, on devient important. C'est là que vous êtes important, bien sûr. C'est là où on est important, c'est que de temps en temps, je dis toujours, tu fonctionnes un peu comme un métronome. Hein. Donc, tu es là, et puis, du coup, on te demande là-bas pour revenir, pour passer par le centre, et puis ça se rapproche. Et si tu continues, parfois, tu passes au-dessus. Ouais. Moi, j'ai des élèves comme ça qui arrivent, et puis il me dit ça va plus, et puis je les regardais, je dis toi, il y a un mois, tu jouais le feu. Ah, il m'a dit ouais, je dis ouais, mais là, en fait, il y a un mois, tu es arrivé pile dans ce qu'on travaillait, et tu as continué à travailler dessus, ce qui est, en soi, si tu veux le dire, c'est bien. Je vais dire oui, mais comme il n'y avait pas ça eu crée des changements ailleurs. en fait, il est allé au-delà de ce qu'il devait faire. Et donc, du coup, ce qui est marrant, c'est pas marrant, mais on a dû travailler l'inverse. Travailler la jauge, revenir sur le neutre, quoi. Ouais, donc c'est un sport de fou. C'est pour ça que c'est un sport de fou. Moi, j'adore ça, mais pour ça aussi. Bah oui, c'est jamais fini. Non, c'est jamais fini. Mais du coup, j'ai une dernière question à te poser. En tant que head coach d'une académie de golf, quel est pour toi vraiment le rôle premier d'une académie? Et si tu devais rajouter quelque chose à l'académie, qu'est-ce que ce serait? Alors, déjà, le rôle premier d'une académie, c'est de la formation. Ça, notre rôle de base, c'est clairement former les nouveaux golfeurs, aider à l'évolution des golfeurs existants, on va dire. On est une académie, donc je veux dire les pousser aussi dans le sportif. Après, ceux qui veulent pas de sportif et du loisir, ils ont tout à fait leur place aussi. Tu vois, c'est pas genre on fait que du sportif, mais aussi le but c'est aussi de développer un peu le sportif et le niveau du club, former les jeunes. Ça c'est sûr. Moi, je reste partisan aussi qu'on joue un rôle dans le club, et donc ça, on doit participer à la vie du club. On n'est pas juste là, nous, là-haut, à faire notre job et puis, entre guillemets, compter nos heures et puis rentrer à la maison. C'est pas le but, on voit les gens, donc c'est passé, tiens, tu redescends un peu, voir un peu tes élèves, qu'est-ce qui s'est passé, tu regardes un peu les résultats, tu dis, tiens, allez, comment ça a été hier, pourquoi ça n'a pas été ? Sans forcément dire. Donc, il y a aussi... Après, tu as deux options. Tu dis, putain, hier, tu as joué comme une fesse. Hein. Tu ne reprendais pas un cours. Ouais. Ça cette option-là aussi. Là, c'est pas le but. Non, mais là, du coup, tu disais. Tiens, hier, je veux que tu as bien joué, c'était chouette. En général, moi, ce que je fais, c'est quand ça a très bien joué, j'envoie un message. Quand ça a mal joué. Ouais. Mais donc, attends, là, parce que là, tu as ton rôle de pro-coaching enseignant. Ouais. Mais là, c'est du mentorat, c'est encore autre chose. Ouais, mais c'est important. Enfin, nous, ce qui nous anime, on est des sportifs. Donc, ce qui nous anime, c'est de voir jouer les gens. Je dis, si j'ai quelqu'un qui a bien joué, parfois j'envoie un petit message. Quand j'ai quelqu'un qui a mal joué, là j'attends de le voir. Mais je trouve ça incroyable. T'as foutu hier, quoi. Là, tu te sens appartenir à un club, tu vois, quand tu fais ça. Moi, je suis là, je prends mes cours, je recevrai un petit message parce que j'ai joué le feu à une compète et tout. Je sens un petit message du head coach. Je me dis, waouh, je fais partie d'un club, je suis intégré. Mais au-delà même du club, je trouve ça important parce que ces gens, toutes les personnes qui viennent nous voir indirectement nous font confiance. Platement aussi par là, ils payent pour qu'on les aide. Donc je pars du principe que, moi je fonctionne déjà beaucoup au résultat, déjà de base dans la vie de tous les jours ou même quand je suis sur un terrain de golf. Donc fatalement, si tu travailles avec quelqu'un, tu as envie qu'il y ait du résultat, que ce soit un peu entre guillemets pour toi, parce que tu as la satisfaction d'avoir amené la personne où tu voulais, et surtout pour l'élève, tu dis allez chouette quoi. On y va, ça continue et on avance. Donc ça c'est vrai que c'est...
t'as ce côté-là. Après, qu'est-ce que... Pour améliorer encore l'académie. Est-ce que selon toi, il y a quelque chose qui pourrait être, pas une révolution dans l'école de golf, mais un atout, quelque chose que si on pouvait mettre ça en place, ah ouais, franchement, ce serait lourd, quoi. Alors... Pas obligatoirement, hein. Peut-être que tu trouves que c'est Non, très équilibré en réalité. Après, c'est un peu compliqué comme question dans le sens où, tu vois, alors déjà, je prends là où on a l'infrastructure, elle est chouette, donc parfois tu peux avoir une amélioration de l'infrastructure. Donc là où j'étais avant, on avait fait un peu évoluer l'infrastructure, on avait rajouté quelques zones, donc c'était assez sympa. Là ici, on réfléchit aussi quand même aux zones, à l'amélioration des zones, pour que ce soit optimal, pour que les joueurs puissent, un, faire face au parcours, et deux, faire face éventuellement à d'autres parcours. Parce que finalement, à un moment, quand tu commences à bien jouer, tu vas jouer un peu à l'extérieur. Tu commences à jouer des Midam, tu commences à jouer des fédéraux, tu commences à jouer des internationaux, des grands prix, des trucs comme ça. Donc d'avoir des zones adaptées, il y a tout ce qui est matériel, technologique. Mais ça, je pense, c'est à moi, enfin à nous, en tant qu'académie, à faire l'investissement. Donc là, nous, on a FlightScope, on a du Hackmotion pour le poignet, on a du Keyless pour le 3D où tu vois ton mouvement. Capto pour le putting. Capto pour le putting. On a... Dis bonjour à Alvin de chez Capto. Bonjour Alvin. Donc ça, la Capto, on l'a. On a plus ou moins quasiment tout. Là, je réfléchis à regarder pour voir un peu la meilleure option pour tout ce qui est pression au sol. Ok. Mais ça, c'est à nous à faire l'investissement. Pression au sol, tu veux dire pour le putting? Alors, pour le putting ou pour le long jeu? Ok, incroyable. C'est plus pour le long jeu, mais... Donc en fait, c'est plutôt amener de la technologie encore plus au sein des box. Et là... on est fort dans une ère technologique, donc la technologie, elle est au service de l'élève, et peu importe le niveau. Parce que souvent, j'ai des élèves qui disent « Ouais, mais non, ça, entre guillemets, je suis pas assez bon. » C'est comme quand on est sur le parcours, je dis « Mais réfléchis comme ça, essaie de plutôt penser ça. » Il faut « Ouais, mais mettre la balle droit. Ouais, ils sont... Mais, moi, je dis toujours, je t'apprends à jouer au golf, je t'apprends pas à réfléchir. Tu peux réfléchir par toi-même. Déjà comme, entre guillemets, un pro, même si ton jeu ne suit pas. C'est pas grave, mais faire les bons choix, c'est important sur un terrain de golf. Parce qu'au final, entre un practice et un terrain de golf, il y a quand même ça la différence. Et la technologie, c'est pareil. Et de nouveau, on parlait de profil tout à l'heure de personnes. Il y en a qui sont très réceptifs aux chiffres, par exemple. Moi, j'ai déjà vu ça avec un gamin, c'était très marrant. Je pensais qu'il était un peu laid. En fait, il était tellement carré, je lui ai mis bêtement. C'était tout con. J'ai mis le FlightScope derrière lui. Il voit les chiffres, je lui explique sur quoi il doit arriver. Je lui montre comment il peut essayer. Et en fait, il s'est calé tout seul. J'avais quasiment plus rien à dire. Ouais, tu l'as guidé. Parce que il me dit, ah ouais, je regarde. Et donc, c'est intéressant parce que la technologie, elle te donne un rendu direct sur ce que tu fais. Toi, la veste 3D, quand on la met, tu vois directement, tiens, comment ont bougé mes hanches, est-ce que j'ai fait ça, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que c'était bon. Et donc, l'élève aussi a un rendu direct sur ce qu'il vient de produire. D'accord. Et donc, ce qu'il a essayé de faire, il voit directement, schématiquement ou en chiffres, ce que ça a donné. Donc, ce gamin, il est resté, et il m'a complètement changé son chemin de club, parce que, au fur et à mesure, au fait d'essayer, parce que c'est aussi, tu vois, je dis toujours, on donne des clés, mais vous devez ouvrir les portes. Il faut aussi, la clé, parfois, il faut la tourner dans la serrure pour trouver l'enclenchement. C'est un peu le même principe. Et il faut aussi essayer. Tu vois, on est de nouveau, je disais, on n'est pas des dieux, des marabouts, des magiciens. C'est un moment, il y a ça à faire, mais on n'est pas dans le corps de l'élève. Non. Tu vois, la mécanique, je peux te la donner, la sensation, je peux pas. Tu as des élèves qui sentent l'orteil, l'autre qui sent son genou, le troisième qui sent sa hanche, le quatrième va dire ouais, mais j'ai senti l'épaule. Ça me coince l'aine, ça me presse là. Ok. Ouais. Donc c'est même la bonne clé dans la bonne serrure. Mais c'est de trouver à quel moment, là comme ça, là ça a tourné. Ok. Donc, et c'est comme ça. Donc mais c'est ça qui est drôle dans ce métier. Enfin, c'est ce que je trouve très drôle dans ce job. Donc on pourra retenir de ce podcast que Gaëtan est le serrurier du golf. Voilà. Encore faut-il trouver chaussures à son pied parce qu'en général les serruriers chez nous sont aussi cordonniers. Non mais écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Je te remercie vraiment, c'était très intéressant. On pourrait parler encore des heures. Mais étant donné que c'est un podcast, les gens pourront également le retrouver sur Spotify et peut-être s'endormir avec. Donc à mon avis là ils dorment déjà, vu le temps qu'on a pris à parler. Donc je te remercie, je vous invite à liker cette vidéo, c'est juste ici en dessous un petit pouce. Si ce n'est pas encore fait et que vous avez eu la vidéo parce que c'est partagé éventuellement par Gaëtan ou d'autres personnes, n'hésitez pas à mettre l'application YouTube en route et vous abonner à la chaîne Oh My Golf. C'est toujours plus de vues pour nous. C'est la manière dont on se rémunère en fait, juste des likes, de la vue. Ça nous permet d'aller approcher d'autres personnes, d'autres marques et de vivre d'autres expériences. Et Oh My Golf, c'est avant tout ça, rencontrer des gens et vivre des expériences. Donc merci aussi à ceux qui nous suivent, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à toi Gaëtan. Merci, et c'est la fin de cet épisode des podcasts d'UTI. À très bientôt sur la chaîne Oh My Golf. Salut tout le monde.